Je me souviens du bruit qui a précédé la douleur. Le léger grincement de la porte de ma chambre à 2 heures du matin. Ce genre de bruit qui vous prend aux tripes avant même que vous n'ayez ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu la silhouette de Mason se dresser au-dessus de moi. La lumière du couloir éclairait le couteau qu'il tenait à la main. Pendant une seconde, je suis restée paralysée. Puis une chaleur aveuglante m'a frappé au flanc, et son souffle a effleuré mon oreille comme un avertissement. Je n'étais pas censée survivre. Mais le pire, ce n'était pas la lame. C'était ce que mes parents ont fait ensuite. Je me disais souvent que toutes les familles avaient des règles absurdes, et que la nôtre en avait simplement davantage. Chez les Riddell, les portes restaient ouvertes, les conversations superficielles, et tout sujet gênant était étouffé avant même d'être abordé. Douglas appelait ça « maintenir l'harmonie ». Moi, j'appelais ça « survivre dos au mur ». Presque tous les matins, je quittais ma chambre avec l'espoir secret que la journée serait normale. J'entrais dans la cuisine, les manches de mon pull rabattues sur mes mains, faisant comme si le carrelage froid ne me rappelait pas l'atmosphère tendue qui régnait toujours dans cette maison. Karen était au comptoir, les cheveux parfaitement bouclés, même à 7 heures du matin, en train de bavarder avec Mason comme s'il était le fils qu'elle retrouvait au réveil. Je murmurais un doux « bonjour », et elle me souriait en retour, un sourire chaleureux, poli, distant. Le genre de sourire qu'on adresse à une voisine, pas à sa fille. Mason jouait toujours à la perfection le rôle du garçon inoffensif. Il souriait, ébouriffait ses cheveux et disait quelque chose comme « Dors bien, Savannah », de ce ton mielleux qui faisait rayonner Douglas de fierté. Seul moi remarquais le regard insistant qu'il posait sur ma chambre à l'étage. Seul je sentais ce froid. Les petites choses ont commencé par de petits détails. Mon portefeuille était presque vide. Le tiroir où je rangeais mon journal était resté entrouvert. Une paire de boucles d'oreilles avait disparu du plat près de mon miroir. J'ai essayé d'aborder le sujet, hésitante, pesant chaque mot, comme si je désamorçais une bombe, mais Karen ne me laissait jamais finir. « Tu l'as sans doute égaré, » disait-elle, levant à peine les yeux de ce qu'elle était en train de découper. « Tu es toujours distraite pendant la période des examens. » Douglas était pire. « Savannah, arrête de t'inventer des problèmes. On ne ferme pas les portes à clé ici parce qu'on se fait confiance. C'est ce que font les familles. » Sa voix était ferme, définitive, comme si l'affaire était close avant même que j'aie commencé. Mais la confiance n'est pas aveugle. Elle se ressent différemment. Chaleureuse, stable, sincère. Quoi que cette maison ait pu abriter, ce n'était pas ça. La nuit où j'ai constaté qu'il manquait plusieurs comprimés à mon flacon de somnifère. Je suis restée dans le couloir, à écouter le léger bourdonnement de la ventilation, le cœur battant la chamade comme pour me prévenir. Je voulais croire que c'était un accident. Je voulais croire n'importe quoi, sauf cette vérité qui me pesait sur la poitrine. Quelqu'un était encore entré dans ma chambre, et personne dans cette maison ne se souciait de savoir pourquoi. Le lendemain après-midi, quand je me suis glissée dans le box du Riverwalk dîner, j'avais l'impression que mes nerfs étaient à vif. L'odeur familière du café fraîchement moulu et du sirop chaud aurait dû me calmer, mais rien ne pouvait apaiser cette pensée qui m'avait tenue éveillée toute la nuit. Quelqu'un était encore entré dans ma chambre. Alina m'a jeté un coup d'œil et a repoussé son latte glacé. « Savannah, on dirait que tu fuis un fantôme. » « C'est possible, » ai-je murmuré. Mes mains tremblaient tandis que je déballais une paille. De l'argent avait encore disparu. Le tiroir de mon journal était ouvert, et mes médicaments, 3 comprimés, avaient disparu. Ses yeux se sont écarquillés, perçants et concentrés. « Et tu en es sûr, Mason ? Qui d'autre ça pourrait être ?» Je n'ai pas élevé la voix, mais la colère transparaissait sous chaque mot. Et chaque fois que j'essaie de leur parler, ils me traitent comme si j'étais instable. « Ce n'est pas de l'instabilité, » dit Alina. « C'est de la manipulation. » Elle se pencha vers moi. « SAV, il te faut des preuves. Quelque chose qu'ils ne pourront pas déformer. » Je la fixai, le cœur battant la chamade. « Comme quoi ?»« Comme une vidéo. Tu n'as pas gardé ton vieux téléphone de 2e année ? Il traînait dans un tiroir, chez moi. Lent et fissuré, mais capable d'enregistrer. L'idée me noua l'estomac, mêlant peur et soulagement. Ce soir-là, après le dîner, je glissai le vieux téléphone derrière une pile de livres sur ma commode, incliné vers la porte. Je fis un test d'enregistrement, vérifiant que l'écran restait noir.
Mes mains tremblaient quand je le mis en place. 3 jours passèrent. 3 nuits de lumière, à dormir à chaque instant, à aiguiser mes sens. Puis, tôt samedi matin, j'eus enfin le courage de regarder l'enregistrement. J'aurais aimé ne pas l'avoir regardé seul. À 1h47, la porte s'ouvrit doucement. Mason entra comme s'il l'avait fait 100 fois. Il ne chercha pas. Il rôda. Il fouilla mon sac à dos, feuilleta la poche à billets et glissa des billets dans son jean. Il ouvrit mon journal et en lut les pages comme si elles lui appartenaient. Et là, je fus saisie. Il resta planté au pied de mon lit pendant 7 longues minutes. Il ne bougea pas, ne prit rien, se contentant de me fixer, endormi. J'eus la nausée. Je pris le téléphone et filai directement chez Alina, les mains engourdies pendant tout le trajet. Elle regarda la vidéo en silence, une main sur la bouche. Quand ce fut fini, elle me regarda avec une peur qui n'était pas pour elle. « Tu dois le montrer à Karen, dit-elle. Tout de suite. Elle ne peut pas le nier. Elle le fera, dis-je doucement. Mais je vais essayer. » Le soir, après le dîner, je connectai le téléphone à la télévision du salon. Karen et Douglas s'installèrent sur le canapé, Mason traînant dans le couloir. La maison semblait trop calme, trop artificielle. De quoi s'agit-il? Tu dois voir quelque chose, demanda Douglas, irrité. Que dois-je voir? dis-je. Lorsque les images remplirent l'écran, un silence de mort s'installa. Puis, tout en moi se brisa quand Douglas prit enfin la parole. Ça ne prouve rien. Un instant, je crus qu'il plaisantait. Personne de sensé ne pouvait voir Mason fouiller dans mes affaires, puis rôder au-dessus de moi pendant mon sommeil, et prétendre que ce n'était rien. Mais son expression demeura froide, comme sculptée dans la pierre. Karen croisa les bras. Savannah, c'est exactement ce dont nous parlions. Tu as toujours imaginé le pire. Mason cherchait sans doute quelque chose que tu avais emprunté. Ma gorge se serra. Mon sac à dos, mon portefeuille, mon journal. À 2h du matin. Surveille ton ton, lança Douglas sèchement. Tu as installé une caméra cachée chez nous. Voilà le vrai problème. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. La vérité était là, sur l'écran. Mais ce n'était pas suffisant. Cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. Assise droite, la lampe de chevet allumée, je fixais la porte comme si je pouvais la maintenir fermée par la seule force de ma volonté. Les images se sont répétées en boucle dans ma tête jusqu'à ce que l'aube se lève, traçant de pâles traînées sur les murs, au moment précis où l'agression a eu lieu. Je me suis réveillée à 2h du matin, la brûlure d'une lame entaillant ma chair. C'était inévitable, comme si chaque avertissement ignoré m'avait menée à ce moment. Je me souviens du murmure de Mason près de mon oreille, tremblant, paranoïaque. « Je sais ce que tu fais. Tu ne gâcheras pas tout. » Puis les pas, puis le noir. L'instant d'après, les lumières aveuglantes de l'hôpital éclairaient le plafond. Les draps étaient rêches. L'air sentait l'antiseptique, et le moindre mouvement me causait une douleur fulgurante dans les côtes. Le détective Monroe était assis à côté de mon lit, un petit carnet posé sur ses genoux. « Savannah, j'ai besoin que vous me racontiez ce qui s'est passé, » dit-il doucement. Je lui ai tout raconté d'une voix faible mais assurée. L'argent disparu, les pilules disparues, la vidéo, les rires. « Cette vidéo est importante, » dit-il. « Nous avons déjà saisi votre téléphone comme pièce à conviction. » Avant que je puisse poser d'autres questions, des voix se sont élevées du couloir. Karen et Douglas. Mon pouce est emballé. Ils sont entrés dans la chambre avec des visages que je ne reconnaissais pas. Ni choqués, ni soulagés, ni en deuil, juste agacés. Quand Monroe leur a demandé leur version des faits, Douglas a laissé échapper un petit rire méprisant. Elle fait ça pour attirer l'attention. Elle s'est poignardée. Elle est instable depuis des mois. Karen a acquiescé. Elle est jalouse de Mason. Elle l'a toujours été. J'ai senti quelque chose se déchirer en moi. Leur rire dans cette chambre d'hôpital où j'étais allongée, recousue et tremblante, était la trahison la plus flagrante que j'ai jamais connue. Mais la mâchoire de Monroe s'est crispée. Son regard avait changé. Pour la première fois, quelqu'un l'avait fait. Le lendemain matin, l'inspecteur Monroe est revenu accompagné d'une femme, tailleur impeccable, regard perçant, une présence qui donne l'impression d'écraser la pièce.
Elle s'est présentée comme l'inspectrice Sloan et s'est assise au pied de mon lit d'hôpital. Nous avons interrogé des élèves de votre école, a dit Sloan en ouvrant un petit carnet. Plusieurs camarades de classe ont mentionné que Mason se vantait de t'avoir embêté. Un garçon a dit que Mason avait parlé d'entrer dans ta chambre la nuit. Il trouvait ça culotté. J'ai eu la nausée. Il s'en vantait. Monroe hocha la tête d'un air sombre. Il a aussi avoué à un élève qu'il vendait des médicaments qui ne lui appartenaient pas. Sloan souleva un petit sac contenant des preuves. À l'intérieur se trouvaient mes somnifères. L'étiquette du flacon, légèrement abîmée, fut soigneusement décollée. Nous avons récupéré ça dans son casier, dit-elle, ainsi que quelques affaires appartenant à d'autres élèves. J'ai eu le souffle coupé. Alors tu me crois. Monroe se pencha en avant. Savannah, les preuves s'accumulent rapidement, mais quand il a informé Karen et Douglas de ses découvertes, ils ont persisté. Karen a insisté sur le fait que les objets avaient été placés là intentionnellement. Douglas a dit que les détectives étaient manipulés par une adolescente dramatique en quête d'attention. Leur déni aurait dû me blesser. Au lieu de cela, il a tout éclairci. Ma famille n'était pas dans l'erreur. Ils choisissaient une réalité où j'étais le problème parce que cela protégeait l'image à laquelle ils s'accrochaient. Protéger Mason comptait plus pour eux que de me protéger moi. 2 semaines plus tard, je suis sortie de l'hôpital et j'ai emménagé chez Alena. Sa mère m'a serré si fort dans ses bras que j'avais mal aux côtes. Mais bizarrement, cette douleur était agréable, comme si enfin quelqu'un se souciait de ma souffrance. L'audience préliminaire est arrivée plus vite que prévu. Le tribunal était plus froid que je ne l'avais imaginé. Les hauts plafonds résonnaient des pas, une légère odeur de vieux papier flottait dans l'air. Alina m'a serré la main tandis que nous passions sous le détecteur de métaux. « Tu n'es pas seule », a-t-elle murmuré. Et pour la première fois, je l'ai cru. À l'intérieur, Ada Camille Foster, les cheveux courts, d'un calme imperturbable, se tenait à notre table. « Savannah », a-t-elle dit, « je veux que tu gardes ton sang-froid. La défense va remettre en question ta crédibilité. Ils vont insister lourdement, mais nous détenons la vérité. » La famille Reed est entrée quelques instants plus tard. Karen ne m'a pas regardé. Douglas m'a lancé un regard noir qui sonnait comme un avertissement. Mason les suivait à petits pas, vêtu de son uniforme de centre de détention pour mineurs. Il paraissait plus petit que dans mon souvenir, mais son regard était le même, froid, calculateur. L'audience commença par les témoignages de Monroe et Sloan. Ils exposèrent les faits, l'argent disparu, les pilules manquantes, l'interdiction de verrouiller les portes, mes tentatives répétées de signaler mes inquiétudes et les images de vidéosurveillance. Lorsque la vidéo fut diffusée sur le grand écran du tribunal, un silence de mort s'abattit sur la salle. Il était là, Mason, se déplaçant dans ma chambre avec une assurance glaçante, touchant mes affaires, se tenant au-dessus de moi endormi comme s'il était le maître de l'air que je respirais. Karen tressaillit, mais seulement un instant. Douglas lui chuchota quelque chose, et son expression se durcit à nouveau. Puis Sloan présenta les objets trouvés dans le casier de Mason, les médicaments, les affaires volées à d'autres élèves, les notes des entretiens. Chaque pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement, comme un puzzle dont personne ne voulait admettre l'existence. Mais le moment qui changea radicalement l'atmosphère survint lorsque le docteur Rowan prit la parole. Elle parla avec une douce fermeté, expliquant mes séances de thérapie après la mort de mon père, mon anxiété croissante ces 8 derniers mois et ses inquiétudes, dûment documentées, quant à l'impact négatif de l'environnement familial sur mon bien-être émotionnel. Savannah n'a jamais montré de signe d'automutilation, affirma-t-elle. Pas une seule fois en 18 mois. Ses craintes étaient constantes, précises et exprimées bien avant l'agression. L'avocat de la défense se leva. N'est-il pas possible qu'elle ait mis en scène ces événements pour attirer l'attention? Le docteur Rowan ne broncha pas. La recherche d'attention ne provoque pas de blessure par arme blanche. Un murmure parcourut la salle d'audience. Puis ce fut mon tour. Je me dirigeai vers la barre des témoins, les jambes flageolantes. Le micro me semblait trop près, trop fort. Mais lorsque je croisai le regard d'Alina, du docteur Rowan et de Monroe, tous me regardant avec une confiance que je n'avais jamais connue chez moi, je retrouvai ma voix. Je leur racontai tout. La peur, la manipulation, les nuits blanches à guetter le moindre bruit de pas, la vidéo, l'agression.
Me réveiller au son des rires de mes parents dans le couloir de l'hôpital. Quand j'eus terminé, un silence pesant s'abattit sur la salle. Puis ce fut au tour de Mason d'être appelé. Son avocat l'avait prévenu, mais il avait quand même témoigné. Peut-être pensait-il pouvoir charmer le juge. Peut-être croyait-il que le soutien indéfectible de Karen et Douglas lui permettrait aussi de contourner la loi. Au début, il nia tout. Il dit être entré dans ma chambre pour un chargeur. Il affirma n'avoir jamais touché à mes médicaments. Il prétendit que la vidéo avait été sortie de son contexte. Mais Ad Foster ne lâcha rien. « Pourquoi ces pilules étaient-elles dans votre casier ?» demanda-t-elle. Il déglutit difficilement. « Quelqu'un les a mises avec les affaires des autres élèves. »« Ça, c'est faux. Et comment expliquez-vous être resté planté là au-dessus de son lit pendant 7 minutes ?» Il hésita. Le tribunal retint son souffle. Puis il lâcha. Je ne voulais pas lui faire de mal. Karen poussa un cri d'effroi. Douglas jura entre ses dents. Mason continua, paniqué. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Je voulais juste qu'elle arrête d'enregistrer. Elle essayait de tout gâcher. J'ai fermé les yeux, submergé par une vague de nausées. Ça y était, l'aveu. Foster hocha la tête calmement. Vous êtes donc entré dans sa chambre cette nuit-là ? Sa mâchoire se crispa. Oui, mais pas vraiment. Et vous l'avez poignardé. Sa voix se brisa. Ce n'était pas grave. Je ne l'ai pas fait. La juge Carter leva la main. Ça suffit. Le silence se fit dans la salle. Elle regarda Mason avec une sévérité telle que l'atmosphère semblait pesante. Ce tribunal en a assez entendu. Monsieur Reed, vos actes étaient délibérés, dangereux et prémédités, tout comme le comportement des adultes présents à votre domicile. Son regard se posa sur Karen. Et Douglas est tout simplement moralement indéfendable. Je m'agrippai au bord du banc, le cœur battant la chamade. Elle poursuivit, d'une voix de pierre. Pour l'accusation de voies de fait ayant entraîné des blessures graves, vous resterez en détention juvénile jusqu'à l'âge de 21 ans. À votre libération, vous serez soumis à une probation surveillée obligatoire. Il vous est interdit de contacter Savannah High pour le restant de vos jours. Mason s'affaissa sur son siège. Le juge Carter se tourna ensuite vers Karen et Douglas. Quant à vous deux, ce tribunal trouve votre indifférence et vos moqueries face aux souffrances de votre fille absolument scandaleuses. Vous êtes condamnés à des travaux d'intérêt général sous surveillance, à des cours de parentalité obligatoire et à la prise en charge intégrale des frais médicaux et de thérapie de Savannah. Le coup de marteau retentit. En un instant, l'instant figé sur la vignette devint réalité. Le juge avait lu sa sentence et, pour la première fois depuis cette nuit terrible, je sentis un poids s'alléger sur ma poitrine. J'emménageai chez Alena l'après-midi même de la fin du prononcé du jugement. Sa mère déposa une assiette de nourriture chaude devant moi avant même que je m'assoie. Une simple gentillesse qui me serra la gorge. Pour la première fois depuis des mois, je dormis d'une traite sans être réveillé en sursaut par le moindre bruit. La vie ne reprit pas son cours normal d'un coup. Elle évolua lentement, doucement, vers un monde plus sûr. Je passais mes matinées à aider Alina à faire ses devoirs à la table de la cuisine, mes après-midi à me promener dans des quartiers tranquilles où l'air était léger, et mes soirées à écrire dans mon journal sans craindre d'être lu par-dessus mon épaule. Mes points de suture ont guéri, mes cauchemars se sont estompés. Même l'odeur de l'hôpital s'est effacée de ma mémoire. Le détective Monroe est venu me voir une fois, juste pour s'assurer que j'allais bien. Le docteur Rowan m'a aidé à me reconstruire, me rappelant que survivre n'était pas un signe de faiblesse. C'était la preuve de qui j'avais toujours été, au-delà de la peur. À l'approche de la période des candidatures universitaires, je me suis senti attiré par la justice pénale. Non par colère, mais par lucidité. Si personne ne m'avait cru, si personne n'avait persévéré malgré mes mensonges, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Je voulais être cette personne pour quelqu'un d'autre, un jour. Certaines nuits, je pense encore à cette fille. C'est moi qui dormais avec sa porte entr'ouverte parce qu'elle n'avait pas le droit de se protéger. Mais je ne suis plus elle. J'ai appris que prendre la parole n'est pas une trahison. C'est une question de survie. Et si vous traversez une période difficile, écoutez votre intuition. Elle compte plus que vous ne le pensez. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas affronter seul la suite.